tous, merci à vous de nous rejoindre sur le plateau de la quotidienne. Au sommaire de l'émission aujourd'hui, j'accueille Davina qui nous présentera comme d'habitude les événements à ne pas manquer dans l'agenda du pays. Puis avec Marie-Hélène, on revient sur un événement dont c'était la première édition en Nouvelle-Calédonie, la semaine des mathématiques. Nous irons en province nord et en province sud. Pour le fin bon, aujourd'hui on s'intéresse à la fabrication du yaourt. Et pour finir avec Duke, on s'intéressera à l'art papou, l'occasion de revenir sur la situation en Papouasie. Mais avant, place à l'invité du jour. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Grégory Louzier. Bonjour Grégory. Bonjour. Alors vous êtes le directeur du Centre culturel du Mont d'Or, mais vous êtes surtout le président du jury de la 7e édition des Flèches de la musique cette année. Alors les Flèches de la musique, qu'est-ce que c'est? Alors les Flèches de la musique, c'est un peu un instantané, c'est la grande cérémonie qui récompense en fait la création musicale calédonienne sur un an. Donc c'est un événement qui a pris de l'ampleur depuis un certain nombre d'années, qui est maintenant bien ancré dans le paysage culturel calédonien, qui a lieu toujours en fin d'année, qui permet de récompenser les artistes dans diverses disciplines musicales. D'accord. Et c'est qui c'est qui a l'initiative des Flèches de la musique? Alors l'initiative elle appartient donc à la fois à l'Assa5, qui est là pour soutenir la création artistique et surtout protéger les œuvres, et également aussi le Poémar qui est là aussi en Nouvelle-Calédonie pour la promotion artistique des artistes du territoire, la promotion sur le territoire et à l'étranger. Donc ça fait combien de temps? Parce que là cette année c'est la 7e édition. C'est la 7e. D'accord, donc ça fait 7 ans. Non, ça fait 7 ans. Un peu moins parce que l'année dernière c'était 2 ans de musique. Effectivement. Un peu plus je dirais. Oui. La première édition était en 2008. Et l'année dernière, malheureusement, il y a eu un saut d'une année. Oui, c'était ça. Alors, quelles sont les catégories musicales qui sont récompensées? Alors, cette année, il y a 14 catégories au programme, mais donc on retrouve les catégories reines, comme la catégorie Kaneka, catégorie rock, musique électronique, variété, musique du Pacifique, et j'en oublie. Qu'est-ce qu'on a? Électro aussi, je crois. On a électro, musique urbaine, on a la catégorie rock aussi. Prix Révélation, meilleure vente aussi. Meilleure vente d'albums, prix du public, et puis prix Révélation qui sera donc dévoilé le soir de la cérémonie. Donc pour chaque catégorie, il y a combien de nominés en fait? Alors il y a 4 nominés par catégorie. Au départ, il y avait 60 albums en compétition sur cette édition. On maintient la constance, une production active en Nouvelle-Calédonie, 60 albums par an, c'est à peu près la constance. Et voilà, dans toute la diversité de la musique, que ce soit du rock, du reggae, etc. Donc on peut considérer aujourd'hui que les artistes calédoniens touchent un petit peu à tous les domaines musicaux. D'accord. Alors je disais, tu es le président du jury. Qui sont les autres membres du jury? Alors les autres membres du jury sont composés essentiellement de diffuseurs, soit des médias, puisqu'ils ont un rôle important dans la promotion artistique, et également les structures culturelles, comme le Centre culturel du Mont d'Or ou le Café Musique Le Move, qui accompagnent régulièrement les artistes dans la production musicale. C'est pas la première fois que tu es membre du jury? C'est pas la première fois, je crois que c'est la 3e fois. Alors ça fait quoi? C'est difficile? Quelles sont les difficultés justement à surmonter quand on doit voter Alors c'est évidemment, on a toujours des coups de cœur, et il y a des choses aussi, des artistes qu'on découvre avec joie et bonheur. Donc ça nous permet, nous, en tant que diffuseurs, de découvrir de nouveaux artistes qu'on n'avait pas forcément repérés. La grande difficulté, c'est dans des catégories reines comme le Kaneka, où on se retrouve avec 17 albums en compétition. Donc c'est vraiment le secteur le plus fourni en termes de créativité. Et du coup, c'est difficile de faire la part des choses là-dedans. Alors comment se déroule le vote du jury? Alors vous réunissez tous ensemble dans une salle? Oui, on a eu plusieurs sessions. On a convoqué le jury plusieurs fois pour à chaque fois pour les dépouiller sur chaque catégorie. On a une feuille de calcul, chacun a ses critères, ses barèmes. Alors c'est quoi justement les critères? Les critères, ce sont les critères classiques, la créativité, l'originalité, la qualité du son, la qualité des enregistrements, la qualité de l'album, la composition de l'album en elle-même, est-ce qu'il y a une harmonie entre tous les morceaux, les enchaînements entre les morceaux, et voilà, et puis après il y a beaucoup de parts de subjectivité qui tiennent compte, qui tiennent aux jurés et à leurs affinités. Vous avez réussi à vous mettre tous d'accord là?
Oui, en général, d'expérience, on tombe assez souvent d'accord, mais la plupart du temps, les comptes sont très serrés. Donc c'est difficile de dégager parfois une majorité, et c'est là que parfois intervient le rôle du président qui est prépondérant et qui donne, c'est toi qui donne la voix supplémentaire. Ça n'a pas été l'occasion cette année, le jury a été... presque unanime. A été unanime. D'accord. Alors il y a des nouveautés cette année, est-ce que tu peux nous en parler? Alors il y a 3 nouveautés cette année. Tout d'abord donc un prix meilleur artiste masculin et meilleur artiste féminin. C'est une chose qui n'existait pas avant. C'est important de récompenser les artistes interprètes, puisqu'on met souvent en avant le travail des auteurs-compositeurs, mais en Calédonie il y a aussi beaucoup d'interprètes. Donc c'était tout naturel que ces catégories intègrent les flèches de la musique. Et puis on a une nouvelle catégorie, meilleur album. Pareil, toujours dans la même logique, c'est-à-dire que parfois on connaît un artiste au travers d'un seul morceau. Et puis finalement, quand on découvre son album, on découvre qu'il y a plusieurs univers musicaux au travers de ça, et qu'en définitive, un album peut être très harmonieux. En termes, on peut l'écouter du morceau numéro 1 jusqu'au dernier morceau, sans faire play, pause, stop. Piste 2. Piste 2, voilà, donc on regarde un petit peu tous ces critères, et voilà ce qui s'en dégage. Il y a également un nouveau design pour les trophées. Oui, effectivement. Voilà. Donc c'est toujours Adjé qui les fait? A priori, c'est toujours Adjé, le sculpteur. Voilà, ça change un petit peu. Le trophée a été relooké. D'accord. Il y avait un petit peu plus de couleurs également l'année dernière. Donc là, un nouveau design. Alors comment se déroule le vote du public? Parce que c'est le public qui vote au final. Alors il y a bien sûr un vote du public, un prix du public. Donc comment il se déroule? Il y a 2 possibilités. Soit on se rend sur le site des Flèches de la Musique, donc www.flèchesdelamusique.nc, pour voter directement, ou soit par SMS au 3004, voilà, en inscrivant bien le numéro de l'artiste que vous avez, pour lequel vous souhaitez. Il y en a voter. Combien en tout des artistes? Il y en a une vingtaine, c'est ça? Il y a plus d'une vingtaine. Il y a 28 albums en compétition finale. D'accord, donc on met le numéro 3004 et on envoie le SMS. D'accord, donc ça, c'est jusqu'à quand qu'on peut le faire? Alors c'est à partir du 4 novembre, donc ça a commencé le 4 novembre, et c'est jusqu'au 4 décembre, la clôture des votes, juste un petit peu avant la cérémonie. Donc la cérémonie se déroulera le 4 décembre? Le 4 décembre à 20h. Où ça? Au Centre culturel du Mont d'Or. Au Centre culturel du Mont d'Or, et ce sera retranscrit en direct, radio. Retransmis en direct à la télé et à la radio. D'accord. Est-ce qu'il y a un contact si on veut savoir quels sont les artistes en lice, peut-être le site internet, tu l'as dit. Oui, le flèchesdelamusique.nc. Donc là, on retrouve toutes les informations importantes sur cette manifestation. Et puis également, pour plus de renseignements, il faudra éventuellement contacter le Poémar. Poémar, d'accord. D'accord, très bien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Grégory. Merci. Et c'est l'heure de votre agenda avec Davina. Salut Davina, comment ça va? Salut Chloé et salut à tous. Écoute, ça va très très bien comme d'habitude. Et comme d'habitude, j'ai encore plein d'infos à vous donner. En commençant plus tarder à l'extrémité du pays, on va à Poum pour la 17e édition de la Fête de la Mer, donc qui aura lieu le 28 et le 29 novembre sur le site de Chélo. L'occasion encore d'aller à la découverte de Poum, de ses habitants, et puis d'aller faire le plein de produits frais. Voilà. Donc un numéro de téléphone à vous laisser pour avoir plus d'infos, le 47 61 85. Et puis si vous souhaitez avoir aussi le programme, vous pouvez aller sur le www.tourismeprovincenord.nc. Très bien, c'est noté. Alors, toujours dans le même week-end, on parle de sport en province nord. Toi, oui, quand tu fais des rimes. Lol, non, oui, sérieusement, on va à Pointe-Boute, on parle sport, on parle rodéo, donc du côté de l'hippodrome de Pointe-Boute. Ça se passera le 28 novembre de 9h à 20h. Donc, il y aura du rodéo, mais pas que. Il y aura aussi des activités équestres. Donc, il y aura des entraînements de rodéo, des concours, différentes activités. Il y aura même du ball-trap. Donc, rendez-vous, je vous le disais, le 28 novembre, donc le week-end prochain. Plus d'infos au 47 30 66. Ok, alors pour la suite, on va maintenant au parc des Grandes Fougères. C'est ça, parce que c'est le 7e anniversaire du parc, donc il y aura une journée porte ouverte organisée le 22 novembre, et puis il s'associe à cette occasion au Téléthon, donc voilà. Une
petite balade qui permet aussi de participer au Téléthon, pourquoi pas. Donc ça se passera, je vous le disais, le 21 et 22 novembre. Sachez que l'entrée est gratuite. Et puis si vous souhaitez avoir plus d'enseignements, ben voilà, le numéro de téléphone, le 43 72 00. Voilà, un joyeux anniversaire au parc des Grandes Fougères à Farino. Pour la suite, on descend un peu plus dans le sud, Davina. C'est ça, on parle du côté de Nouméa, et on parle de la soirée d'observation astronomique publique qui aura lieu donc demain le 20 novembre, proposée par l'Association calédonienne d'astronomie, durant laquelle on vous proposera d'observer le ciel calédonien. 3 types d'observations seront possibles, donc à l'œil nu, là il n'y a besoin de rien, à part d'un œil, des jumelles, et puis il y aura aussi des lunettes et des télescopes qui seront mis à votre disposition tout au long de la soirée. Ceux qui viendront avec les enfants, faites attention parce que le site sur lequel aura lieu l'observation est un peu dangereux, donc faites très attention. Et puis vous l'aurez compris aussi, ça va dépendre des conditions météo, donc suivez les bulletins météo. Je vous rappelle, cette soirée, donc c'est demain le 20 novembre du côté des canons de Wemo à partir de 19h. Et puis si vous avez besoin de plus d'infos, allez sur la page Facebook de l'Association calédonienne d'astronomie. Voilà, une belle initiative. Et puis tu nous parles maintenant d'un spectacle. Oui, spectacle de l'école Danse, Art et Mouvement, je vais y arriver, qui s'intitule Les temps modernes. Donc voilà. Charlie Chaplin. Voilà, Charlie Chaplin qui, pour poser un peu le décor, Charlie Chaplin va constater puisque ce qui est devenu notre monde. Donc voilà, sur scène quand même 150 ados adultes. En même temps Oui, pas tous en même temps, mais je pense que voilà, il y aura quand même du monde qui va participer à ce spectacle sous différents styles. Donc il y aura du modern jazz, du néoclassique, de la samba, de l'afro-brésilien, pour ne citer que ça. Donc c'est ce week-end, le samedi 21 novembre. Alors il y a un spectacle le samedi 21 novembre à 14h, un autre à 20h, et puis une autre représentation le lendemain, le dimanche 22 à 18h, du côté du Centre culturel du Mont d'Or. Un numéro de téléphone là aussi, donc le 79 82 69. C'est noté, et on clôture cet agenda avec des festivités toujours, Davina. C'est ça, donc on commence avec le bal des pompiers qui aura lieu le 20 novembre au lycée du Grand Nouméa. Voilà, toute une soirée qui s'annonce très bien. Il y aura même un feu d'artifice pour ceux qui souhaitent participer. À ne pas éteindre. À ne pas éteindre, là. Donc si vous souhaitez plus d'informations, je vous laisse le numéro de téléphone, le 41 0010. Une soirée qui promet d'être chaude, donc continue dans le jeu de mots qui tue. Pour finir, Davina, tu nous parles de... Je vous parle de la soirée de l'association Homosphère qui aura lieu, elle, le 21 novembre. Les places sont limitées, donc si vous êtes intéressé, dépêchez-vous, appelez le 27 60 66. Voilà, donc une soirée qui commencera à 21h30 et qui ira jusqu'à 2h du matin. Voilà. Ok, très bien. C'est ainsi que s'achève l'agenda. Merci beaucoup, Davina. Et puis on te retrouve juste après pour le fin mot. Oui, c'est ça. À tout de suite. La semaine des mathématiques s'est terminée il y a environ 15 jours, mais nous revenons sur l'événement qui s'est tenu donc dans plusieurs établissements publics du pays. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Chloé et bonjour à tous. Alors pour cette première organisation, les établissements étaient nombreux à participer à l'événement, il me semble. Oui, alors selon en tout cas le planning que nous avions, participé donc 7 lycées au nord et au sud confondus, 10 collèges, idem au nord et au sud, et puis confondus, et puis il y avait également l'Institut de formation des maîtres qui faisait partie de la liste, et eux en fait avaient préparé un concours autour d'un livre en fait à compter pour les maternelles. D'accord, alors on peut dire que pas mal d'établissements ont donc suivi la démarche. Eh bien oui, en tout cas des activités très variées donc étaient proposées durant toute cette semaine. Alors toujours selon le programme que nous avions, des élèves par exemple ont pu participer à donc des jeux de réflexion. Ils ont pu découvrir aussi des mathématiciens donc à l'occasion d'une exposition. D'autres ont pu se confronter aussi lors de compétitions autour du calcul. D'autres ont appris à dire certains nombres dans les langues océaniennes. Et puis il y a également des projections de films documentaires qui étaient au programme, des conférences aussi sur le nombre pi ou à quoi servent les mathématiques. Alors d'ailleurs, à quoi servent les mathématiques? Où est-ce qu'on peut les retrouver justement dans notre quotidien sans s'en rendre compte? Alors elles sont présentes, figure-toi Chloé, quand même, là où on ne s'y attend pas. Comme où par exemple?
exemple? Alors, dans les opérations bancaires, avec le cryptage des données, dans le calcul aussi d'une surface, donc lors de travaux de rénovation ou de construction. On va également utiliser une règle de 3, par exemple, pour équilibrer une recette. On va encore utiliser une équation pour savoir combien dépenser pendant les soldes. Très utile aussi à savoir. Voilà. Et puis, pour émettre des prévisions météo, n'oublions pas que sont utilisées des probabilités et des statistiques. Alors forcément, avec le développement du numérique, de l'informatique et des nouvelles technologies, les mathématiques sont plus qu'omniprésentes dans notre quotidien. Exactement. Et tu sais que c'est grâce aussi à des opérations mathématiques complexes que l'on peut obtenir des résultats après avoir tapé justement un mot-clé dans un moteur de recherche. Et puis, ce sont surtout aussi les mathématiques qui permettent de développer des technologies qui nous facilitent la vie, telles que le téléphone portable, l'ordinateur, la voiture ou encore les avions. Alors pour mieux comprendre la logique des mathématiques, rien de mieux qu'une approche ludique. Oui, et d'ailleurs, je te propose que l'on se rende au lycée professionnel de Touault. Figure-toi que là-bas, c'est autour d'un jeu de loi et d'un jeu d'énigmes sur les maths, l'algèbre, la géométrie, que les élèves se sont affrontés. On regarde de suite le reportage de Natacha Ogui. Très chers élèves, attention, écoutez bien cette chanson, elle vous sera vraiment pratique et puis de plus elle est ludique. Sur le lycée de Touault, on a décidé de consacrer cette journée à différents jeux pour montrer aux élèves un petit peu le côté ludique des mathématiques pour les faire sortir de la salle des classes. Donc voilà, on a fait un jeu de loi, un jeu d'énigmes pour permettre au maximum d'élèves de participer. 3.3 plus 2, ça fait 5, moins 1, ça fait 4. Non, c'est 2 fois moins 1. Moins 2, moins 2. Alors les jeux, pour que ce soit un peu plus ludique, pour qu'on sorte de la matière purement théorique, écrite, mais comme ça permet aux élèves de réfléchir entre eux. 21 plus 9, 30 divisé par 5, de jouer, de gagner des lots. Il y a une petite compétition qui s'instaure. Et ils ne doivent utiliser aucune calculatrice, tout de tête. Donc voilà, ça part aussi bien en géométrie qu'en algèbre. 15. Donc 47. Que les mathématiques, c'est pas forcément quelque chose de si pénible que ça. Et déjà les amuser, leur montrer qu'on peut travailler en s'amusant. Les maths, on faisait comme on a joué là avec les jeux de loi, mais c'est plus simple. Tu apprends vite et puis c'est mieux. C'est comme un jeu d'heure. Alors le jeu de loi, ça nous permettait de faire plusieurs questions différentes puisqu'il y a 64 cases. C'est une façon assez simple de faire participer un maximum d'élèves aussi puisqu'on les fait participer par groupe de 4. Le principe c'est qu'ils sont chronométrés. L'équipe qui répond le plus vite, c'est celle qui a le plus de chances de finir en premier. Non. 3 quoi? 3 côtés. Le jeu de loi, c'est-à-dire les maths, on l'a joué là. Ça nous a permis de revoir les cours qu'on a fait tout au long de l'année et puis en même temps des rappels pour notre examen. Un triangle. Par ce jeu, ils se sont même rendus compte qu'ils n'avaient pas l'impression de faire des mathématiques en fait. Donc du coup, ça a très bien marché pour cette raison. Oui, on a appris comme si on était en cours en faisant ce jeu-là. Qui fait 34 degrés, un autre qui fait 68 degrés, combien fait le troisième? Alors les énigmes, c'est un petit peu plus pour occuper aussi les élèves qui ne jouent pas au jeu de loi. Et en même temps, ça leur fait travailler beaucoup la logique, beaucoup de questions de logique. Donc ils n'ont pas besoin forcément d'avoir des notions mathématiques très poussées, mais surtout un esprit vraiment d'analyse, de logique. Donc ça aussi, c'est important. Bon, le fait qu'il y ait des lots, c'est vrai que ça les motive encore plus. Mais une fois qu'ils sont pris dans le jeu, on voit qu'ils ne lâchent pas, même s'ils savent qu'ils perdent du temps, donc qu'ils ne vont pas gagner. Et les petites énigmes les intéressent. Ah oui, d'accord, ok. Le jeu, donc il y a tout un challenge, puisqu'il y a un lot à gagner à l'arrivée. Donc les élèves se sont vraiment pris au jeu et c'est très très bien. Alors le troisième prix est décerné à l'équipe mixte des Terminal Bac 3. Donc je trouve ça vraiment super. Moi je suis très contente. J'aime bien ce genre d'animation.
ça change un petit peu et puis on voit les élèves un petit peu autrement. Et le premier prix est attribué aux premières bac pro HR. Félicitations, donc Tiffany, Ramilda, Joé et Christiane. C'est toujours intéressant de faire ça, peut-être pas en fin d'année, peut-être plutôt en début d'année. Justement, ça permet aux élèves de se connaître et puis je pense que de rendre les élèves un petit peu acteurs de ce qu'ils font, c'est toujours une réussite. C'est bon, merci à tous. À l'année prochaine pour la même chose. Voilà donc un jeu d'ailleurs qui a remporté un énorme succès, hein, Chloé, puisque figure-toi que plus de la moitié des élèves du lycée y a participé. Ah bah super. Ah oui, puis certains ont même voulu rejouer pour améliorer leur temps. Ah bah voilà, très bien. Alors pour ajouter justement un défi supplémentaire à cette semaine thématique, des ateliers mathématiques en anglais étaient également proposés dans certains établissements du territoire. Et oui, et d'ailleurs leur invité était un ingénieur britannique, hein, mais je n'en dis pas plus. Tu y étais, Chloé, donc on va laisser la place à tes images et puis à ce reportage. Donc direction le lycée Jules Garnier, un reportage de Chloé Yentao. Alors la semaine des mathématiques, c'est une semaine donc qui se veut promouvoir les mathématiques, mais dans une image qui est différente de celle qu'on a l'habitude de la voir. Donc c'est montrer qu'en mathématiques, eh bien, on est capable effectivement d'enseigner autrement, d'éprouver du plaisir à chercher et puis de faire des activités ludiques pour les élèves. Donc c'est la première édition de la semaine des mathématiques et donc le thème est cette année, les mathématiques nous transportent. Donc on reçoit Monsieur Philippe Sris, qui vient d'Angleterre et qui est un ingénieur gallois qui est spécialisé dans tout ce qui est aviation et puis qui travaille chez Airbus Industries et donc il va animer un atelier autour des mathématiques mais pour les élèves en anglais. Donc on a choisi des élèves de première et de terminale, plutôt scientifiques, et des élèves qui, pour certains, ont l'habitude de faire des mathématiques en anglais dans ce qu'on appelle donc la DNL mathématique, donc discipline non linguistique mathématique. C'était vraiment bien parce que l'intervenant il parlait normalement et donc du coup on comprenait tout ce qu'il disait et c'était sympa parce que c'était très interactif et on s'ennuyait pas en fait. So in the first part of the workshop I present a show about mathematics covering lots of different concepts such as probability, such as special types of numbers, prime numbers, the Fibonacci sequence, triangular numbers for example, and we've tried to take those concepts and apply them in a way that they can see them in real life, so using game show techniques or explaining where they are in nature for example, that sort of thing. Then the second aspect of the workshop, they make their own TV game shows. So they take the mathematics that we cover in the first part of the workshop, but also any other mathematics they might have learnt in school, and they come up with their own quiz show questions for a TV game show. Enfin, genre tu regardes, tu fais 4 sur 2, donc 2 pi c'est égal à 360 degrés, donc si tu rajoutes un demi, ça fait 5 demi de pi, ça fait... Donne simplement un point du cercle trigonométrique, ça ira plus. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'on a participé à un jeu télévisé, où on a construit des questions en mathématiques et en les posant en anglais, et on devait les poser à d'autres équipes composées d'autres élèves. Ladies and gentlemen, welcome to Who Wants to Be a Mathematician? So, the next question is you have to convert in degrees 5/2 pi. Jimmy. Have you got an answer? All right, time's up. What have you got, Team A? 450. 450. What have you got, Team B? Alors, le but d'un tel atelier, comme le but de la semaine des mathématiques, c'est de montrer effectivement qu'on peut enseigner les mathématiques autrement.
notamment ici au travers du prisme d'une autre langue et d'une autre culture, car on sait que les anglo-saxons, par exemple, en ce qui concerne les mathématiques, utilisent plutôt des démarches inductives, donc qui sont tout à fait différentes des démarches qu'on peut utiliser dans les mathématiques en France, dans notre enseignement des mathématiques, où on est plus sur l'apprentissage de la démonstration, etc. Donc là, on part vraiment du contexte, du réel, de la vie de tous les jours, pour aller découvrir les mathématiques qui sont cachées à l'intérieur donc, de ces objets, de ces etc. Yes. Yes. Okay, so we use the volume of the box, the volume of one chocolate, and we can divide them. On a compris que les mathématiques, ils étaient partout. Donc dans les métiers les plus compliqués, comme les pilotes d'hélicoptères ou d'avions, ou même chez des coiffeuses, ou quand on fait des choses quotidiennement, il y a vraiment des maths qui nous entourent. I think it's really important that New Caledonia have launched this annual Mathematics Week. In the UK, we have a problem where children don't always understand the importance and the relevance of mathematics and science and engineering in our daily lives. And so initiatives like this are really important to show that maths is interesting, that it's fun, and also that maths is for everyone. Voilà, donc en tout cas, elle a beaucoup intéressé les élèves qui ont participé à cet atelier. D'ailleurs, on l'a vu, hein, des vocations d'animateurs, présentateurs ont été révélées. Et puis, ils ont quand même beaucoup impressionné cet ingénieur de par leur connaissance, de par leur facilité à parler, à participer. Vraiment, tous étaient conquis par cet ingénieur. D'accord, donc du coup, les objectifs qui sont de rendre du coup une image plus attractive quand même aux mathématiques a été du coup plutôt atteint. Rempli. En tout cas avec ces élèves-là. Et puis on espère aussi que ce type d'événement va permettre de développer toujours plus les choses au niveau donc, des élèves. Par exemple, le goût donc, pour l'effort, la persévérance également, et puis la volonté de progresser. Et puis on peut aussi parler de respect des autres et des règles aussi en mathématiques. Des valeurs qu'on retrouve également dans le sport. Exactement, c'est vrai. Ensuite, cette dynamique autour des mathématiques, comme pour la fête des sciences, a également quand même vocation aussi à améliorer le niveau quand même des élèves dans cette matière. Alors en ce moment, les lycéens passent leur bac, on leur souhaite bon courage. Est-ce qu'on sait à quelle date est prévue donc la redoutée épreuve de mathématiques? Eh bien oui, justement, c'est ce matin, Chloé, justement, les élèves, que les lycéens se préparent. Non, sont donc devant leur feuille, leur feuille en salle d'examen. Donc c'est à partir de 7h30, qu'ils vont bûcher justement sur cette épreuve-là. Donc on leur souhaite bien évidemment beaucoup de courage. Voilà. Et puis, je voulais aussi ajouter, Chloé, que justement, avant le 6 décembre, les élèves qui sont donc invités à s'inscrire en fait sur le site du vice-rectorat pour recevoir gratuitement et par SMS les premiers résultats donc, du bac qui sont donc prévus le 10 décembre. Et bien voilà, encore des mathématiques, on les retrouve décidément partout. Merci beaucoup Marie-Hélène. À bientôt, au revoir. De quoi parle-t-on aujourd'hui dans le Fin Bon? Eh bien, c'est le yaourt qui est à l'honneur aujourd'hui dans ce Fin Bon. Le yaourt qui peut se décliner sous différents parfums, différentes couleurs et être de compositions différentes selon les envies et les goûts de chacun, n'est-ce pas, Chloé? C'est un produit très consommé dans le monde. D'ailleurs, d'après un rapport d'Euromonitor International Research qui a émis des statistiques à partir de données qu'il récupère dans 80 pays différents, eh bien, on sait que c'est en Europe qu'on consomme le plus de yaourt. Et en 2012 d'ailleurs, les 3 premiers consommateurs de yaourt au monde étaient donc le Pays-Bas en première place, en suivi de la France et de l'Espagne. Donc voilà. D'accord, alors tu parlais plutôt de couleurs et de composition. Rassure-moi, on n'est pas dans les tons verdâtres, parce que là c'est un problème de péremption, je crois. Non, je parlais bien de la composition. Il faut savoir aussi que certaines personnes ne digèrent pas très bien le lait. Donc il ne faut pas pour autant se priver de yaourt. Vous pouvez en manger, mais il faut choisir le bon yaourt. Et moi je vous conseille le yaourt nature fait de lait demi-écrémé. Lait demi-écrémé d'ailleurs très apprécié de nos amis
français, parce que celui-là, il est très facile à digérer, peut être bu à n'importe quel moment de la journée, n'est-ce pas? Ensuite, il y a le yaourt 0% fait de lait écrémé, lui, particulièrement recommandé pour les personnes qui souffrent notamment d'un taux de cholestérol élevé ou qui suivent un petit régime. Donc voilà, écoutez bien. C'est pour la ligne. N'est-ce pas? Et puis, il y aura aussi le yaourt fait avec du lait entier. Là, il est conseillé pour les enfants à partir de 1 an. D'accord. Au suivi du lait de croissance, tu prends du lait entier. Il est un peu lourd quand même à digérer, donc évitez, si vous avez des soucis de digestion, de prendre du lait entier, des yaourts faits avec du lait entier. Enfin voilà, je vous en ai beaucoup dit. Je vous laisse plutôt apprécier les quelques images du reportage de notre ami Alexandre Sigura. Nous sommes dans le dock de stockage de matières premières où nous allons retrouver tout le lait, le sucre, le plastique, le caramel, les fruits, les arômes pour pouvoir justement fabriquer tous les yaourts qui sont fabriqués en Nouvelle-Calédonie. Donc là, vous avez des sacs de lait de 25 kg. Derrière, nous avons des sacs de lait de sucre de 25 kg également. Les plastiques pour faire les pots de yaourt, donc les plastiques blancs pour tout ce qui est yaourt étuvé, brassé, les plastiques rouges pour les fromages, les plastiques marrons pour tout ce qui est crème dessert au chocolat, des bobines de décor qui permettent de décorer tous les pots de yaourt qui sont fabriqués sur la machine, la 88-230. Je vous emmène dans la petite chambre froide où nous stockons tous nos arômes pour faire tout ce qui est étuvé. Et également stockage des seaux de fruits qui ont été ouverts justement pour éviter, pour les garder en fait au frais. Donc il faut savoir que les yaourts étuvés, on rajoute généralement des arômes. Donc c'est pour ça que quand vous allez prendre 2 yaourts différents, un yaourt brassé et un yaourt étuvé, au brassé généralement c'est ceux qu'on ajoute des fruits. Donc celui-là vous allez planter votre cuillère, il est assez souple, alors qu'il y a un yaourt étuvé. Quand vous allez mettre votre cuillère, le yaourt est assez ferme. Donc c'est pour ça qu'on différencie le yaourt étuvé et des yaourts brassés. Donc là, nous avons fait la plus grosse partie des stockages de matières premières et emballages. Nous allons passer dans la salle de reconstitution où la production démarre. Nicolas fait passer tous les sacs de lait, de sucre que nous avons vus dans la salle de stockage. Donc selon le planning de production, il va fabriquer toutes les références qui ont été demandées par les commerciaux. Donc il y a le tri-blender où il va ouvrir les sacs de lait. Le tri-blender justement permet de faire passer le lait dans les circuits au mélange de l'eau qui est dans le tank de stockage de reconstitution. Donc il y a un circuit en circuit fermé qui fait que le mélange d'eau et de lait se fait automatiquement grâce au tri-blender. Après pasteurisation, les produits sont stockés dans des tanks de stockage pour tout ce qui est brassé, des tanks de maturation. Donc, comme je vous ai dit au départ, tout ce qui est brassé, c'est les produits qui vont être incorporés avec des fruits ou sans si c'est des natures. Par contre, les étuvés, ils sont envoyés directement sur la 88-230 qui est la machine à pot qui permet de conditionner les yaourts. Donc eux, les étuvés, ils sont conditionnés à chaud et liquide, alors que les yaourts brassés, eux, sont conditionnés à froid. Parce qu'il faut savoir que les yaourts brassés sont maturés en cuve, donc il faut à peu près 5 à 7 heures de maturation en cuve. Très bien, on sort maintenant de la zone de conditionnement. Donc on arrive dans les tubes pour ce qui est yaourt étuvé. Donc c'est une chambre chaude qui est à 41 degrés. Et donc on va laisser les yaourts en maturation pendant 5 heures dedans. On arrive à l'étape finale pour les yaourts, c'est-à-dire le stockage en chambre froide. Donc ici c'est juste notre production du jour. Et si on passe à côté, on a vraiment le stock
le stock qui est destiné à être vendu, où on va retrouver toutes les références qu'on produit. Toutes nos productions sont bien sûr testées en laboratoire pour vérifier qu'elles ne sont pas contaminées. On fait également des dégustations de tous nos produits pour faire éventuellement des tris si on constate des anomalies. Et une fois que tout le monde est d'accord pour les libérer sur le marché, c'est pris en charge par nos distributeurs et vous pouvez les retrouver dans les rayons de tous vos magasins. Voilà, alors tout à l'heure Davina, tu nous as parlé donc de différentes sortes de yaourts en fonction du lait, demi-écrémé, entier écrémé, mais j'imagine qu'en fonction des cultures aussi, il doit y avoir différentes sortes de yaourts, ça doit varier, non? Oui, c'est ça, tu as tout à fait raison. Quelques petits exemples à vous donner. On commence avec le yaourt brassé, aussi appelé yaourt bulgare, qui peut servir, qui convient très très bien d'ailleurs à la réalisation de boissons genre cocktail de fruits, etc. Ouais, n'est-ce pas? Après, il y a le yaourt à la grecque, particulièrement épais, mais très très bon aussi, gourmand, très savoureux, que je vous conseille, n'est-ce pas? Et puis il y a le yaourt à boire. Alors figure-toi qu'en fait l'ancêtre du yaourt à boire, eh bien c'est nos amis gaulois qui l'avaient trouvé. Ah bon? Donc n'en déplaise à certains, le yaourt à boire est bien français. Donc voilà, il a notamment réconcilié les adolescents avec le yaourt et le lait en particulier, très facile à boire, très facile à transporter. Donc voilà, différentes formes un peu de yaourt qu'on peut trouver à travers le monde. D'accord, merci beaucoup Davina et puis on se retrouve dès la semaine prochaine. Oui, c'est ça. Merci Chloé et bon week-end à tous. Bonjour Duke, alors aujourd'hui le reportage que l'on va présenter est lié à l'art papou et donc connaissant la situation du peuple papou, notamment dans la zone de la Papouasie occidentale, tu voulais commencer par revenir sur des dates historiques qui ont dessiné le destin du peuple papou dans cette région. Alors c'est ça, bonjour Chloé, bonjour à vous à la maison. Alors tout d'abord Chloé, papou en langue de la zone papouane. Papou, ça veut dire noir, homme noir, ou ça veut aussi dire cheveux frisés. Ça, c'est ce qu'on peut dire pour commencer. Alors la Papouasie, c'est donc cette grande île, c'est même un grand archipel qui est situé au-dessus du pays des aborigènes, donc au-dessus de l'Australie. Alors cette île, ce pays-là, il est... son peuple est séparé en deux. Alors on a d'un côté la Papouasie orientale, ou plutôt la Nouvelle-Guinée, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui elle est indépendante depuis 1975. Et donc la population est de 7 millions, à majorité mélanésienne. Et puis d'un autre côté, la situation est différente dans ce qu'on appelle la Papouasie occidentale ou Ouest Papua, comme on dit aujourd'hui, où la population est de 3,5 millions d'habitants environ, mais presque la moitié de la population là-bas est indonésienne. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler justement pourquoi le pays est séparé en deux et pourquoi une présence indonésienne aussi importante? Alors, Chloé, dans les années 1880, alors on avait les Hollandais, les Allemands et les Anglais qui se sont partagés un petit peu ce pays mélanésien. Et au départ de ces derniers, on a l'Australie qui a pris le contrôle d'une partie de cette Papouasie-là en 1905. Alors la Papouasie occidentale, elle voit donc les Hollandais quitter le pays au début des années 1960, et puis c'est à peu près à cette période-là que les Papous de Ouest Papua ont commencé à mettre en place des congrès, des réunions pour réfléchir, pour préparer leur indépendance. Mais c'était sans compter sur le voisin indonésien, qui eux aussi, ça faisait pas longtemps qu'ils avaient acquis leur indépendance par rapport à la colonie, par rapport aux colons hollandais aussi. Et eux, c'est à ce moment-là, en 1961, tout ça, qu'ils ont commencé à venir clamer un petit peu leur souveraineté sur cette partie du pays papouas. Alors, il y a eu en 1969 un soi-disant référendum sur ce territoire où le non à l'indépendance l'a remporté. C'est ça, Chloé, un soi-disant référendum, comme tu le dis, parce que à ce référendum-là a été autorisé de voter, donc, qu'une poignée de Mélanésiens. En fait, c'était certains chefs qui étaient contrôlés ou supportés par l'État, par la puissance indonésienne, si on peut dire ça comme ça. Et puis à l'époque d'ailleurs, les médias avaient surnommé ce vote-là le vote de la honte. Et puis
Ce qu'on peut dire pour ajouter, c'est que ce vote-là, malgré l'alarme un petit peu, la sonnette d'alarme tirée par les médias, ce vote-là a quand même été supporté par les Nations Unies. Et puis encore aujourd'hui, l'ensemble de la communauté internationale reste quand même très, très silencieuse sur la situation en Papouasie-Nouvelle-Guinée, avec ce qu'on appelle un petit peu la guerre silencieuse, la guerre oubliée, et puis ce génocide qui s'opère là-bas. Alors comment est-ce qu'aujourd'hui à Ouest Papua, en Papouasie-Occidentale, comment ça se fait que les Mélanésiens ne représentent plus que la moitié de la population et encore on n'a pas les chiffres exacts? C'est ça, Chloé. Alors c'est assez simple. En fait, l'administration indonésienne a mis en place depuis des décennies, elle a mis en place la politique on appelle ça la politique de transmigration. Alors comme c'est un peu le même système qu'avaient adopté les grandes puissances coloniales européennes à l'époque, alors ça consiste à proposer à des populations pauvres de l'Indonésie, donc des populations qui vont venir de Java ou de Bali, on leur propose de venir peupler, s'installer là-bas, on leur propose une terre, on leur propose un avenir meilleur que chez eux, mais sur les terres de ces Papous-là, sur les terres, on va dire, dans ces provinces pro-indépendantes, si on peut dire ça comme ça. Et depuis le début de cette opération, ce qu'on peut dire, c'est qu'en quelques décennies, la proposition de nouvelles villes, d'Eldorado sur les terres papoues, elle a été faite au moins à 5 millions d'Indonésiens. Voilà, donc encore une fois, on peut dire qu'aux yeux de tous, ce sont les enjeux économiques qui priment sur la vie en fait, de ce peuple papou. C'est le cas de le dire, Chloé. En restant sur cette mine de Freeport, cette deuxième plus grande mine d'or et de cuivre au monde, ce qu'on peut dire, c'est qu'en 10 ans, en presque 15 ans, elle rapporte presque un peu plus de 9 milliards de dollars US à l'État indonésien. Et le paradoxe, Chloé, c'est que dans cette zone-là de West Papua, c'est là que sont les provinces les plus pauvres et là où le taux de mortalité infantile est le plus élevé du pays indonésien. D'accord, donc on peut dire que le peuple papou est un peuple très riche, mais malheureusement pillé et spolié. En effet, Chloé, on peut dire que c'est un peuple riche par ses ressources naturelles, mais aussi c'est un peuple qui est riche par sa culture et ses traditions. On rappelle tout de même le fait que la Papouasie, c'est plus de 800 langues mélanésiennes qui sont parlées. Et puis c'est aussi un art papou qui est reconnu à travers le monde entier, qui s'exporte et qui est partagé donc à travers le monde entier. D'ailleurs, notre collègue Alexandre Sugura a eu l'occasion de rencontrer des artistes dans une des galeries de Nouméa, des artistes contemporains qui s'inspirent un petit peu de l'art papou. Je vous propose à vous à la maison qu'on regarde ensemble ce petit reportage. Une expo qu'on a intitulée Esprit papou au pays du pop art, donc un petit jeu de mots sur les papous et les pop art. Tout est parti en fait d'une constatation que j'ai faite l'année dernière en regardant un bouclier qui avait été peint par les guerriers des Highlands en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et ce bouclier représente un comics américain, en fait un super-héros qui avait été représenté par les guerriers papous au cours de la Seconde Guerre mondiale sur les boucliers de guerre. Ce qui est étonnant, c'est qu'on ne parlait pas encore de pop art à l'époque, puisque cet art populaire, pop art veut dire art populaire, a été créé vers le milieu des années 50, fin des années 50, avec Andy Warhol et Roy Lichtenstein. Et pour ma part, j'ai constaté que les papous qui avaient représenté en fait ce personnage mythique pouvaient être les pères du pop art et au fin fond de la jungle de Papouasie. Donc je trouvais le rapport assez étonnant avec le pop art et je me suis dit pourquoi pas faire une exposition sur ce thème en faisant travailler cette fois-ci des artistes européens sur des objets de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc on verra des statues qui ont été taguées à la manière du street art. On verra également des masques très colorés qui apportent une nouvelle jeunesse aussi à cet art papou, qui est parfois un petit peu terne au niveau des couleurs. Et du coup, le fait d'avoir créé un pont entre ces deux mondes, la Papouasie et l'Europe, apporte, je pense, une nouvelle jeunesse à l'art mélanésien. On a quand même mis l'accent sur un artiste calédonien qui s'appelle Brice Pouarcuit,
et qui a réalisé quelques œuvres, dont celle-ci, et on verra les autres après au cours de l'exposition. Moi, j'ai voulu participer à ce projet parce qu'en fait, l'art mélanésien, l'art papou, c'est le monde des esprits, c'est le monde de l'irrationnel, et je suis moi dans cette démarche. Et voilà, je suis à fond dedans, et ce projet m'a tenu à cœur justement. Quand on m'a proposé de participer à ce projet, j'ai dit tout de suite oui. Pour moi, ça donne une continuité au monde des esprits, au monde des ancêtres et tout, et qui est fort pour moi. Exemple, cette statue là, j'ai voulu représenter, voilà, il est tout, j'ai pas tout en plaques de métal, les petits boulons et tout, pour donner ce côté moderne, ancien, qui rappelle, enfin voilà, c'est le mélange entre l'ancien et le moderne. Alors, exemple, la boule 8, voilà, bon déjà c'est la boule de billard, que bon, déjà pour moi ça représente pas mal de choses parce que je suis moi-même amateur de billard. Mais surtout, le 8 pour moi représente l'infini qui amène aux ancêtres, aux esprits, à l'irrationnel, comme je disais tout à l'heure. Donc ça, pour moi, c'est à fond représentatif de voilà, et ça donne ce côté moderne à des choses, à premier, quoi. Ça, c'est un repose-tête papou, pour se reposer, parce que sinon, comme ils ont souvent la coiffe, comme ça la coiffe elle ne touche pas, il se repose, il délire, il est dans le monde des rêves justement, il est détendu, il est bien. Et là, j'ai dessiné, j'ai peint un calamar qui est dans l'espace, parce que déjà je ne vois pas pourquoi il ne serait pas dans l'espace, c'est toujours dans l'eau, mais voilà, si c'est pour rêver, autant qu'il soit dans l'espace, donc voilà. Alors les papous en tant qu'hommes sont très sensibles à la mise en scène puisque leur vie est rythmée par de nombreuses cérémonies. Ce sont des gens qui aiment se parer de couleurs déjà sur le corps. Donc, il existe beaucoup de cérémonies où les hommes sont peints en jaune, en rouge, en bleu. Beaucoup de photos ont été faites sur ces grandes cérémonies, toutes ces danses qui sont là pour fêter des événements tels des mariages ou même des guerres. Et donc la couleur est vraiment toujours mise à l'honneur par les papous. Et en fait, quand on regarde bien l'histoire du tag ou de la peinture sur ces objets, c'est les papous qui l'ont initié, qui l'ont lancé au milieu des années en 1950 et même 1945, à la fin de la Deuxième Guerre. Donc on ne fait que reprendre leur historique et le mettre au goût du jour. Je trouve que 70 ans après, justement, c'est cette thématique du fantôme, de ce héros américain. Il est intéressant de les montrer aujourd'hui dans une grande expo qui leur est dédiée. Somewhere deep in the jungle are living some little men and women. Voilà, donc l'art papou est une des plus grandes richesses de ce peuple premier, et le fait qu'il s'exporte aussi, c'est un moyen de rappeler un peu toutes les atrocités commises envers ce petit peuple d'Océanie. Merci beaucoup Duke pour cette chronique. Merci à toi Chloé, et merci encore à vous à la maison. Et merci à vous également de nous avoir suivis, puisque c'est la fin de cette émission. Je vous dis à demain, même chaîne, même heure.